Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Je me suis remise en cause en fait. Et j'ai eu la chance de le faire assez jeune, ce qui m'a permis de changer complètement mon mode de management effectivement pour les fois d'après et d'acquérir la confiance de l'équipe, ce qui était fondamental. Parce qu'en fait, un manager d'équipe est là pour accompagner l'équipe dans ses problématiques et pas pour lui dire ce qu'il faut faire. Donc ça a été très riche d'enseignements sur un point de vue managérial et humain, mais ça voulait dire accepter de se remettre en cause. Natacha Ocherab évolue professionnellement chez LVMH depuis 20 ans. Ce parcours au sein du groupe lui a permis de connaître le secteur des cosmétiques avec Sephora, la maroquinerie avec Louis Vuitton, la mode avec Dior, et depuis peu, c'est pour Fred, donc dans le secteur de la joaillerie, qu'elle dirige les équipes et la stratégie pour l'Europe, le Moyen-Orient, les US et le Japon. Au-delà de sa carrière remarquable, Natacha est maman de 2 adolescents, elle consacre du temps au mentorat, elle s'investit pour la place des femmes en entreprise, dans une optique de diversité et de parité, elle s'engage pour une éducation française équilibrée. Elle a appris à développer les compétences qui lui ont permis de surmonter les obstacles et d'évoluer professionnellement comme elle se l'était fixée. Oui, de même que pour les jobs qu'elle occupe, elle définit le cadre, défriche les terrains. Pour obtenir la trajectoire professionnelle qu'elle souhaite, elle se fixe des caps et se donne les moyens de réussir. Elle s'inspire, elle s'entoure, elle discute, elle questionne, elle transmet, elle ose. À notre micro, Natacha partage également ses désirs d'aligner ses actions avec la femme qu'elle souhaite être, du temps pour elle qu'elle souhaite s'accorder, de l'importance de maintenir l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Natacha est solaire, extravertie, rapide, passionnée, animée par l'humain. C'est un entretien enregistré fin 2020 que je vous propose à présent de découvrir. Laissez-vous inspirer par Natacha Ocherab, que nous considérons être une rôle modèle inspirante pour la réussite professionnelle au féminin. Bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Perrine. Natacha, je vais vous renvoyer en enfance. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous vouliez faire plus tard? Mais oui, très très bien, je me souviens très bien. Alors, quand j'étais jeune, très jeune, je voulais tout simplement être présidente de la République. Donc c'était simple, au moins l'objectif était fixé. Mais je me suis vite aperçue que étant une femme, 2 juive, 3 avec un cheveu sur la langue, ce qui à l'époque on passait beaucoup à la radio et un vrai sujet me concernant, ça m'a un peu limitée dans mes ambitions. Mais pour autant, petite, et mon entourage et en particulier mes parents vous le diront, je voulais être présidente de la République. Ça vous a passé à quel âge du coup ?
Je pense assez rapidement sur la fonction en tant que telle. Pour autant, j'ai quand même fait une prépéna. Parce que je pense que ce diplôme incarnait pour moi quand même cette ambition, c'était quand même le chemin tracé pour atteindre ces ambitions. Mais je suis aussi d'une génération où j'ai vu Édith Cresson, j'ai vu Margaret Thatcher, et voilà. Et puis je pense que c'était quelque part plus une attirance du côté, je voulais changer le monde en fait. Il y avait un côté très idéaliste et c'était pas du tout pour la notion de pouvoir. Donc ça a dû, je pense que ça a dû me quitter autour de 15-16 ans de façon sérieuse, on va dire. Alors, on vous retrouve aujourd'hui. Si on fait un tour de table lors d'une réunion, qu'arrive votre tour, vous connaissez pas les autres participants, comment est-ce que vous vous présentez ? Alors, si c'est une réunion professionnelle, je commence par mon prénom et mon nom, évidemment. Souvent, je démarre en disant que mon âge, j'ai 48 ans, enfin demain d'ailleurs, donc 47 ou 48 en fonction de la date, et que je suis mère de famille de 2 adolescents. Parce que je trouve que c'est très important dans le cadre professionnel de noter cet équilibre qui pour moi est fondamental entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et ensuite, en fonction, si les gens ne me connaissent pas du tout, je déclare ma responsabilité, l'entreprise dans laquelle je travaille, si c'est pas au sein de mon entreprise. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous motive professionnellement ? Alors, ce qui m'anime, c'est l'élément humain. Clairement, je pense que dans mes compétences, il y a le fait d'arriver à donner envie, à inspirer, à embarquer des équipes derrière une mission. Donc le sujet managérial est clé pour moi. Après, c'est effectivement la participation à un objectif ambitieux, un challenge. Je suis plutôt quelqu'un qui défriche des terrains plutôt que quelqu'un qui va accompagner une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Et le cas de Fred est un très bon exemple puisque c'est une société qui est en train de se réinventer. Et si vous regardez mon parcours, j'ai eu à 90% des cas des créations de postes. Donc ce qui m'anime, c'est la création de valeur ajoutée et que ça se fasse à travers de l'humain. Et là, chez Fred, du coup, c'est quoi votre challenge ? C'est quoi votre mission ? C'est quoi votre ambition ? La mission, elle est assez simple. Il y a évidemment un développement de business à accompagner. Il y a un développement d'efficacité à apporter à la maison et d'accompagner un vrai repositionnement de la marque qui a été entamé il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans, et qui est en train de porter ses fruits. Et la mission managériale, c'est clairement de créer une entité collective, de recréer du lien. Je pense que dans beaucoup de maisons, quand ce sont des plus petites maisons, il y a eu pas mal de turbulences au niveau des présidences, et donc de recréer cette cohésion d'équipe pour que l'atteinte de l'objectif se fasse de façon unifiée avec tout le monde derrière. Super. Vous m'avez cité des noms de femmes très très inspirantes, Édith Cresson, Margaret Thatcher. Est-ce que vous avez quand même un ou une rôle modèle qui vous suit depuis longtemps, que vous suivez plutôt depuis longtemps? Oui, alors moi je suis très dans l'émotion en fait et dans l'affectif. Alors non pas dans ma compétence managériale parce que je pense que ça peut être un terrain un peu dangereux, mais en ce qui me concerne personnellement, j'ai besoin d'être attirée et inspirée par quelqu'un. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée, des anonymes, on va dire, des gens qui ont... Mon parcours professionnel a été marqué par des belles rencontres. Donc ce ne sont que des rencontres. Et le choix du next step a toujours été motivé par une belle rencontre. J'ai en tête en tout cas un patron qui, lorsque j'avais une petite trentaine d'années chez Louis Vuitton, m'a permis de faire mon premier 360 degrés, donc avoir un avis à la fois par la hiérarchie mais aussi par les équipes, qui a été vraiment une révélation sur on va dire la dynamique managériale que je devais mettre en place pour passer aux prochaines étapes professionnelles. Je pense que étant jeune et assez successful dans mes étapes professionnelles, j'étais assez auto-centrée et j'avais besoin d'être reconnue pour le travail que je fournissais personnellement, et j'arrive à une étape de vie où il fallait que j'arrive à transmettre et à mettre en avant mes équipes, ce qui s'est pas fait naturellement, et cette personne a été vraiment la clé dans ce déclenchement-là. Donc ça, c'est une personne qui, pour moi, vraiment explique le manager que je suis aujourd'hui, et donc ça a été crucial. Après, il y a des figures emblématiques beaucoup plus larges. J'ai envie de dire que Simone Veil, par exemple, est une femme que j'admire fondamentalement. Alors c'est très bateau, mais pour autant, il y a un parcours en plus de vie un peu commun par rapport à nos origines en termes de confession. Il y a pas mal de choses. Ma mère est gynécologue, donc je vous avoue que le sujet de l'IVG, forcément, c'est quelque chose qui a été très présent dans nos discussions familiales. Donc le tout fait que c'est une figure emblématique, que je respecte énormément. Je viens de vous citer ma mère, évidemment ma grand-mère en premier lieu, et ma mère, je viens d'un système familial très matriarcal.
J'ai une grand-mère maternelle qui était une très forte personnalité, qui nous a quittés à 103 ans, donc ça augure de belles choses nous concernant. J'ai une mère qui est hyper active, extrêmement dynamique, mais qui m'a transmis des valeurs fondamentales dans ce que je suis aujourd'hui. Et donc forcément c'est une figure emblématique pour moi et je continue malgré mon âge un peu avancé à faire des choses pour lui rendre hommage, l'honorer et quelque part lui plaire aussi. Ce qui est quand même assez étonnant alors que j'ai ma propre autonomie, ma famille. Donc voilà, il y a pas mal de figures emblématiques qui m'entourent. Ce système matriarcal, vous pensez que ça a façonné votre façon de voir les choses, de façon de travailler ? Clairement. D'abord, j'ai une mère qui travaillait. Donc, dans ma génération, c'était pas non plus le cas de 100% des jeunes filles de mon âge. Donc, il n'a jamais été question pour moi de ne pas travailler. Donc, c'était même pas dans le champ des possibles, en fait. Et ma mère nous a toujours élevés en nous disant j'ai besoin d'être autonome financièrement. Bon, ce qui était peut-être pas complètement le cas si elle voulait assumer son train de vie tel qu'il était aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que s'il y avait quoi que ce soit qui pouvait se passer avec mon père, elle était autonome. Et ça, c'était très important, cette notion d'autonomie. Et puis, les valeurs qu'elle nous a inculquées, c'est-à-dire la capacité à toujours donner le meilleur de soi-même. Je pense que c'est pas forcément l'ambition en tant que telle, mais c'est quelle que soit la situation, de donner le meilleur de soi-même et de se rappeler d'où on vient. Moi, je viens d'une famille, du coup, qui est immigrée, qui est arrivée en France dans les années 30, extrêmement modeste, puisqu'ils ont quitté la Pologne avec rien dans leur valise, avec zéro attache familiale, puisque la plupart avaient été décimés, et ne parlant pas la langue. Donc, cette intégration, cette volonté de s'en sortir et de gravir au fur et à mesure les échelons de la société est clairement fondamentale dans mon éducation. Et du coup, dans ma façon de travailler. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un allié ou une alliée professionnelle ? Alors, c'est très important pour moi d'en avoir. Bon, dans le cadre de ma nouvelle fonction, et en tout cas dans l'entreprise en tant que telle, c'est un petit peu récent. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été convaincue par la personnalité et l'ambition de mon patron, qui est le président de la maison, et que c'était fondamental pour moi dans le choix du passage à cette nouvelle étape. En revanche, j'ai toujours travaillé sur un maillage un peu de l'entreprise pour avoir des alliés. D'abord, parce que j'ai besoin de me confier. Je suis quelqu'un d'extraverti qui a besoin de s'exprimer sur ce qu'elle ressent, et si la personne ne comprend pas l'univers de l'entreprise, c'est très difficile de partager. J'ai évidemment des amis personnels, mais quand on n'est pas au sein de l'entreprise, parfois on comprend pas tout ce qui peut se passer dans votre vie. Donc oui, j'ai toujours des alliés, masculins ou féminins. J'ai de très très bonnes relations avec les hommes tout au long de ma carrière, et personnellement pendant très longtemps ma meilleure amie était un meilleur ami. Donc je pense qu'il y a une très bonne complicité. Peut-être j'ai un grand frère, alors peut-être que ça joue, mais en tout cas j'ai une complicité forte avec les hommes également. Je voudrais vous faire parler d'une réussite professionnelle dont vous êtes particulièrement fière, ce qui nous permettra de parler un peu de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Alors, si vous m'y autorisez, j'en aurai deux. Je vous autorise. Une expérience qui au final a été un échec en tant que tel, mais qui m'a beaucoup appris. Donc pour moi, ça a été une réussite. En fait, nous avions été missionnés chez Louis Vuitton pour monter un projet absolument incroyable, qui était de monter une malle géante sur la place Rouge à Moscou. C'est un projet, comme vous pouvez l'imaginer, qui requiert de nombreux investissements et financiers et personnels en termes d'équipe. Ça a été absolument incroyable à faire. Et donc, nous sommes arrivés à Moscou, nous avons monté le projet, qui était l'équivalent à peu près, la malle faisait à peu près un immeuble de 3 étages. Donc, c'était quand même assez massif. Et pour des raisons politiques, internationales, Monsieur Poutine s'est rendu compte qu'il y avait des énormes logos Louis Vuitton très capitalistes en face du Kremlin, et ça a créé scandale. Bon, c'est une affaire qui est un peu sortie dans les médias, donc certains d'entre vous pourront vous en souvenir. Et du coup, après de multiples discussions à très très haut niveau politique, on va dire, on nous a demandé de démonter cette malle que nous venions de monter. Il a fallu que j'annonce à la société de production, parce que tout ce qui était interne, on gérait notre drame, mais il a fallu que j'annonce à la société de production, qui était évidemment encore sur place, donc une centaine de personnes, de gaillards bien costauds, qui avaient passé 3 semaines à monter l'immeuble et la malle, qu'il fallait la démonter. Et moi, assez jeune à l'époque, du haut de mes 40 ans, j'ai dû annoncer ça à cette équipe, et j'ai vu une centaine d'hommes costauds se mettre à pleurer. Et je dois avouer que ça a été un moment de vie extrêmement difficile,
mais qui nous a soudés. C'est-à-dire que l'équipe qui était sur place, et chaque année, Facebook nous pousse gentiment la photo de la malle, parce qu'on a quand même eu le temps de faire des magnifiques photos. Je serais ravie de mettre un lien sur le podcast. On mettra un lien. C'était très très beau. Ça m'a même fait la une du Monde où Cabu a croqué le dessin. Mais c'est vrai que toutes les équipes qui étaient sur place, je pense que ça a été un souvenir de relations humaines, d'une puissance incroyable. Donc certes, c'est un échec parce qu'il a fallu le démonter, mais nous, on avait été jusqu'au bout. Et humainement parlant, ça a été très fort. Deuxième point qui est plus positif, on va dire, lorsque je suis arrivée chez Louis Vuitton, effectivement, on m'a dit c'est une super maison, mais il faut que tu fasses du retail. C'était pas mon choix d'aller en boutique. Je ne savais même pas, je sortais de mes grandes écoles, on m'avait expliqué que j'allais mettre du monde, aller en boutique, revêtir un uniforme et bosser le samedi. Sincèrement, je n'étais pas complètement convaincue. Il s'avère que la personne qui m'avait gentiment suggéré cette filière est une personne que j'admirais fortement et qui avait une vraie bienveillance à mon égard, donc j'y suis allée en me disant j'ai rien à perdre. Quand je suis arrivée, on m'a regardé vraiment de haut en se disant c'est quoi cette fille là bardée de diplômes, jamais elle va être empathique ou se mettre au niveau de nos équipes de vente et réussir dans cette fonction qui était une fonction purement managériale. Lorsque vous êtes chef d'équipe, j'avais une équipe environ 30 vendeurs, tous étaient ou plus ou moins tous étaient des très bons vendeurs. Je n'avais jamais fait de vente, je ne connaissais pas les produits et je ne connaissais pas le métier. Donc en fait, l'enjeu était quand même assez élevé. Il s'avère, alors je me suis pris quelques murs évidemment, qui ont été très riches d'enseignements, mais il s'avère que ça a été probablement la plus belle expérience de ma vie. À titre anecdotique, ce sont les 2 années où j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés et je suis tombée enceinte de mon premier enfant, ce qui pour moi est quand même l'exemple de l'épanouissement le plus parfait. Et puis, près de 20 ans après, je continue à entretenir des relations avec certains des vendeurs où on s'envoie à l'occasion des vœux, des messages de reconnaissance. Donc pour moi, ça a été une vraie révélation. Qu'est-ce que vous avez mis de vous pour que ça se passe bien, pour que ce soit une réussite? Déjà, j'ai mis mon humilité de côté, puisque quand vous sortez de vos grandes écoles et que tous vos amis qui sont en banque d'affaires, en cabinet de conseil, passent le samedi sur la boutique des Champs-Élysées et vous regardent d'un regard un petit peu amusé parce que vous êtes en uniforme à jouer à la vendeuse, socialement, en tous les cas, c'est pas c'est pas naturel. Mais très vite, donc l'humilité mise de côté, très vite, je suis devenue quand même l'invitée surprise des dîners parce que j'avais tellement d'anecdotes à raconter sur ce qui se passait dans cette boutique que c'était formidable. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je me suis pris des murs, c'est-à-dire que première réunion d'équipe, je suis arrivée avec mon analyse de KPIs, des choses très formalisées qui étaient la seule chose que je savais faire en fait. Et là, je me suis rendu compte quand même que j'avais perdu l'équipe au bout de 5 minutes et qu'ils n'en avaient absolument rien à faire parce que finalement les chiffres, ils les connaissaient mieux que moi et que c'est pas ça qu'ils attendaient de ma part. Donc je me suis remise en cause en fait et j'ai eu la chance de le faire assez jeune, ce qui m'a permis de changer complètement mon mode de management effectivement pour les fois d'après et d'acquérir la confiance de l'équipe, ce qui était fondamental. Parce qu'en fait, un manager d'équipe est là pour accompagner l'équipe dans ses problématiques et pas pour lui dire ce qu'il faut faire. Donc ça a été très riche d'enseignements sur un point de vue managérial et humain, mais ça voulait dire accepter de se remettre en cause. Vous êtes dans le luxe depuis toujours, qui est un secteur plutôt très bon en termes de mixité. Il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous pensez qu'être une femme a joué en faveur de votre trajectoire professionnelle ? Alors, je me permets juste un petit bémol sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de femmes, en particulier quand on est dans le retail, parce que les équipes de vente, si on pense à la cosmétique, effectivement, il y a beaucoup de femmes statistiquement parlant, mais malheureusement, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés, en particulier les grandes sociétés, plus vous montez dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Et pour être très clair, il y a aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 13 présidentes de maisons sur 75 maisons chez LVMH. Donc il y a un travail important qui est fait sur le sujet de la mixité, mais malheureusement non, ça n'a pas été un atout. Je pense que ça a été tout à fait normal au début de ma carrière parce que en plus sur des fonctions marketing qui sont assez féminines à la base versus la finance, la production, l'industriel, la supply chain par exemple. On était un certain nombre de femmes, mais très rapidement je me suis rendu compte que être une femme et atteindre un objectif, une ambition hiérarchique, devenait plutôt un handicap. Et je le dis souvent et je le dis haut et fort, je suis ravie de mon parcours aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire, mais je me suis battue 3 fois plus qu'un homme, ou 4 fois plus, ou 10 fois plus, je ne sais pas le mesurer, mais il faut se battre. Pourquoi ? Parce que souvent dans les fonctions commerciales, par exemple, pour être promu à un niveau de direction de zone ou ce genre de choses, faut pouvoir vivre une expatriation, ce qui est aujourd'hui
un peu moins facile lorsque vous êtes une femme versus un homme, et puis que quand vous êtes une femme sur le poste, il y a 15 hommes à côté de vous qui sont en compétiteurs, et que c'est pas facile. Il y a encore des habitudes malheureusement qui ne sont pas toujours favorables à la mixité. C'est pour ça que j'en suis un peu une porte-parole au sein des entreprises dans lesquelles j'évolue, parce que je trouve que c'est très important de réellement faire bouger les lignes, et qu'en 2020, il n'est pas acceptable qu'une femme compétente ne puisse pas être nommée au poste qui la concerne. Vous avez des souvenirs, sans forcément citer les marques, les noms, les moments, où vous vous êtes dit, là c'est pas juste, là c'est un obstacle qui m'est mis parce que je suis une femme? Alors évidemment, on me l'a jamais dit parce que j'étais une femme, mais oui, j'ai une expérience assez récente, où avant de quitter la maison Dior pour rejoindre Fred, je me suis proposée sur un poste qui ne m'a pas été accordé, pour certaines raisons qui m'ont été mises en avant, évidemment pas du tout celle d'être une femme. Et puis finalement la personne qui a été nommée, je suis ravie pour elle, mais je pense que j'aurais pu très très bien faire le job en étant une femme. Donc voilà, oui, je pense que ça arrive régulièrement, et pour en discuter souvent quand même avec pas mal de mes collègues, ça reste une réalité même dans une entreprise qui peut être perçue comme en vraie mixité par rapport au ratio de femmes qu'il y a dans l'entreprise. Vous avez dit je me suis battue, vous avez dit je me suis proposée, voilà. Vous êtes très proactive dans le développement de votre carrière. Est-ce que vous pouvez parler du rôle que ça a eu, justement, ça? Alors ça, je pense que c'est aussi une philosophie de vie. Je pense que qui ne tente rien n'a rien. Probablement encore plus quand on est une femme, parce que les études démontrent qu'une femme attend de cocher toutes les cases avant de vouloir postuler sur un poste, ou ça peut être une ambition associative, ça peut être plein de choses. Là où un homme, en ayant coché à peu près la moitié des cases, va tout de suite aller voir le boss en lui disant « je suis fait pour ce job ». C'est une réalité, c'est des éléments, on va dire, sociaux et de comportement sur lesquels je pense beaucoup de femmes travaillent, et le fait que je vienne en témoigner aujourd'hui avec vous, c'est aussi dans ce sens-là, hein, c'est pour qu'il y ait une vraie sororité qui se développe et qu'on arrive ensemble à faire bouger les lignes. Donc oui, je suis très proactive. D'abord, j'ai un cap. J'ai toujours eu, en arrivant sur un poste, voilà, j'essaie de me projeter sur le poste d'après. Après, le timing est à définir. Je suis pas du tout dans une impatience quelconque, mais je pense que si on définit pas un cap, c'est difficile de se donner les moyens sur les apprentissages à développer pour atteindre le cap suivant. Et je pense que plus on avance dans la hiérarchie, plus il y a des choses fondamentales qui doivent être développées, et que ça prend du temps. L'apprentissage, il prend du temps, ça nécessite une prise de distance, une remise en cause, et quand ça touche fondamentalement à qui vous êtes, c'est de l'immatériel, donc c'est assez sensible. Et effectivement, je pense que le fait d'oser, on dit daring, pour moi c'est extrêmement important. Encore hier soir, j'étais en discussion avec un ami où j'y suis allée franco sur un sujet en lui disant écoute, j'ose te poser cette question parce qu'en fait c'est important pour moi, et il faut accepter le non. Je pense que la réponse négative est quelque chose qu'il faut savoir accepter. En revanche, si on propose pas, il se passe pas grand-chose. Vous dites que vous avez travaillé sur vous, que vous avez appris des nouvelles compétences, c'est-à-dire que quand vous avez commencé votre carrière chez Sephora, et là, la femme que vous êtes aujourd'hui n'a pas les mêmes compétences, est-ce que vous arriveriez à identifier un peu les outils qui vous ont été utiles? Alors, je pense que le premier outil, il est très intrinsèque, c'est la volonté. Je pense que pour travailler sur soi, il faut d'abord être convaincu que ça peut aider, parce que ça remue de travailler sur soi. C'est pas très agréable, c'est très agréable, je pense, a posteriori, mais sur le moment, voilà, faut quand même accepter de déséquilibrer un équilibre qui existe. Donc le premier point, c'est la volonté. Le deuxième, en fait, assez rapidement, j'ai souhaité être accompagnée par un coach professionnel. En fait, quand j'ai rejoint Louis Vuitton sur la partie Europe, j'étais assez jeune, donc j'étais un jeune membre du comité de direction Europe, et sur un métier marketing qui était perçu comme assez visible. Vous organisez des événements, vous voyez des gens sympas, vous êtes à toutes les soirées, vous rencontrez certaines célébrités. Donc on percevait pas forcément l'aspect professionnel et on va dire la valeur ajoutée que je pouvais apporter. Puis comme j'ai une personnalité assez forte, tout de suite c'était ah bah oui, mais elle est là parce que elle est visible, etc. et pas forcément fondamentalement pour mes compétences. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé à être accompagnée par une coach qui m'a aidée à me développer en termes de posture en fait, et à asseoir ma présence pour que on ne s'attarde pas sur qui j'étais, on va dire au premier abord, mais qu'on comprenne bien ce que fondamentalement je pouvais apporter à l'équipe et donc à la société. Et donc oui, je pense que le coaching, l'introspection, quelques années plus tard, donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur des aspects de méditation. Bon, je suis quelqu'un d'hyperactif et qui parle vite, qui fait tout vite, donc accepter de se poser, pour moi, c'est pas une contrainte, mais c'est un effort.
En revanche, je sais que c'est fondamental pour moi et très important pour mon équilibre. Donc, je pense en fonction de ma maturité et de l'évolution de qui je suis, je me suis dotée d'outils très différents, mais qui ont en tous les cas toujours contribué à faire de moi, je pense, une personne plus équilibrée. Meilleure, je ne sais pas, mais plus équilibrée et alignée avec qui je souhaite être. Est-ce que vous avez des mentors au sein d'LVMH qui vous accompagnent, à qui vous pouvez poser des questions? Oui, plusieurs. En tête comme ça, j'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. D'abord, j'en ai un qui est très important pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a suivi ma carrière depuis le premier jour et qui, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers de nouveaux horizons, je suis allée le consulter. C'est un homme. Je suis allée le consulter et son avis m'était précieux. Et il m'a bien challengé d'ailleurs à certains moments. C'est quelqu'un qui a très rapidement eu une vraie bienveillance à mon égard, qui est très exigeant, donc c'est pas quelqu'un de tendre. Mais du coup, c'est vrai que quand vous allez, quand vous sollicitez quelqu'un qui a un avis franc et direct, ça vous permet quand même de ne pas vous fourvoyer dans certaines décisions qui parfois peuvent être un petit peu émotionnelles ou subjectives. Donc ça, c'est quelqu'un de très important, qui est toujours dans le groupe aujourd'hui et voilà, qui est vraiment important pour moi. Et puis il y a une femme qui a été une de mes collègues, qui est quelqu'un que j'admire énormément, qui aujourd'hui est une des 13 femmes à la tête d'une entreprise du groupe, et dont l'avis m'est précieux parce que je pense qu'elle me connaît bien, et étant une femme, je pense qu'elle comprend certaines difficultés que je peux rencontrer également. Vous avez changé quand même assez fréquemment de poste. Les arrivées en poste, qu'est-ce que vous mettez en place tout de suite qui vous caractériserait? Est-ce que vous pensez que vous avez un peu des rituels, vous avez un peu des astuces? La découverte d'un nouveau poste est un peu différente en fonction des âges. Là où j'avais l'habitude de foncer très jeune, je me pose un petit peu plus maintenant. Après, ma signature, si on peut dire, je pense que c'est quand même de rencontrer, de comprendre qui sont les personnes qui m'entourent. À titre d'exemple, sur ma prise de poste Fred, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir une vraie période d'intégration qui a été organisée merveilleusement bien, d'ailleurs, je dois dire, par la directrice des ressources humaines. J'ai eu quasiment pendant 2 semaines des one-to-one. Alors, arriver dans un nouveau poste avec la Covid, avec un masque et en Zoom, c'est pas évident, hein, mais bon, d'autres l'ont fait et je m'en suis sortie aussi. Mais donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer en one-to-one toutes les personnes avec qui j'allais être en relation directe, que ce soit des équipes qui me reportent ou des équipes, on va dire, annexes avec lesquelles je dois collaborer au quotidien. Et ça, c'était précieux. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de pouvoir comprendre au-delà du métier, qui sont un peu les personnes. Donc, c'est pas en 1 heure de Zoom qu'on décèle les personnalités, mais on arrive quand même assez rapidement à établir une relation un peu individuelle. Donc, je pense que oui, créer le lien avec les équipes, parce que je suis cet animal un peu social et humain qui a besoin de vivre avec les autres, et c'est quelque chose sur lequel je préfère passer beaucoup de temps. Après, il y a la phase d'observation qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai tendance à vouloir faire tout de suite. Et c'est là où je vous dis que l'âge aide un petit peu à se poser. Mais il y a aussi essayer de comprendre où sont les influences. En parlant de ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris récemment que vous auriez aimé savoir beaucoup plus tôt? Alors oui, j'ai eu une expérience récente où j'ai eu en fait un manager avec qui je me suis pas du tout entendue. Ce qui n'avait jamais existé dans mon champ des possibles, en fait. J'ai ce côté bon élève que beaucoup de femmes ont d'ailleurs, qui est que globalement, quand j'intègre une équipe, je m'entends hyper bien avec mon boss, je fais tout pour l'aider, je suis plutôt un peu le bras droit super sympa qui va pas demander la lumière, donc globalement ça se passe bien. Et assez récemment, j'ai découvert que j'ai eu un boss qui n'a absolument pas compris qui j'étais, et en fait ni l'un ni l'autre on a réussi à établir une vraie communication. Ça a été très difficile. Quand je dis très difficile, c'était une vraie souffrance, avec une énorme remise en cause me concernant. Mais quelque part, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, puisqu'en fait, je pense que ça a beaucoup accéléré mon process de maturation sur ce qui était important et prioritaire pour moi dans ma vie professionnelle, et de me dire, j'ai pas envie de changer qui je suis pour lui plaire. Je pense qu'on peut adapter certains éléments de comportement dans le cadre professionnel, mais je m'assume et je suis alignée avec qui je suis moi-même, donc je vais aller chercher quelque chose d'autre. Je pense que ça a été particulièrement difficile parce que je n'avais jamais vécu ça avant. Et finalement, être confrontée à ce genre de situation un petit peu complexe et on va dire conflictuelle, ça aurait pu être bien. En fait, j'aurais pu apprendre beaucoup en étant plus jeune et plus souple aussi dans mon approche. Parce que je pense qu'on peut faire des efforts et c'est intéressant de se modeler lorsqu'on a un certain âge. Après, il y a une expérience qui fait que
Voilà, et puis encore une fois, on vit son équilibre personnel, professionnel, et on a moins envie de vouloir modifier les choses fondamentalement, surtout si c'est pour une personne et que c'est pas pour l'entreprise en tant que telle. Mais en même temps, ça se contrôle pas. Vous auriez pas pu chercher dans votre carrière plus tôt un manager qui vous appréciait qu'à moitié. Non, mais clairement. Mais c'est vrai que si la situation s'était présentée, en tout cas plus tôt, j'aurais peut-être été moins en souffrance. C'est juste ce que je voulais transmettre comme message. Vous dites que vous êtes porte-parole de la cause féminine. Voilà, en tout cas, vous représentez votre parcours professionnel en tant que femme en entreprise. Est-ce qu'il y a justement des conseils que vous voudriez donner à des jeunes qui rentrent là chez LVMH maintenant ? Alors, j'ai plein de conseils. Alors, le premier point, c'est que je suis effectivement porte-parole de la cause féminine, mais je me définis plutôt comme porte-parole d'une cause paritaire. Moi, je pense fondamentalement que y a pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et que la richesse de l'entreprise, c'est cette diversité. Et donc, je suis contre un COMEX qui serait uniquement féminin si c'était uniquement pour mettre que des femmes. Je pense que le fait que les hommes et les femmes aient des sensibilités un petit peu différentes en entreprise apporte cette valeur ajoutée. Je me permets cette parenthèse parce que c'est très important pour moi et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de travail à faire pour amener davantage de femmes dans les instances de gouvernance. Mais pour autant, l'idée, c'est pas d'évincer les hommes. Et je pense que on est d'accord. Entre guillemets, le message passera bien s'il est soutenu par les hommes. Alors, les conseils. Le premier, c'est de discuter. C'est de s'informer, c'est de rencontrer d'autres femmes, c'est de transmettre. Moi, je passe beaucoup de temps, effectivement, à titre bénévole d'ailleurs, dans certaines associations plus féminines, à mentorer des jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais à mentorer des femmes, à s'entraider. Je pense que la force des femmes, c'est ce côté solidaire et sororité. Et donc, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se remettre en cause. Je pense que les hommes ont une façon de le faire, alors de façon très caricaturale à une certaine époque, on allait jouer au golf, on allait fumer le cigare, on allait au restaurant avec son pote. Chez les femmes, il y a une vraie entraide qui peut se mettre en place. Et ça ne se fera que si les femmes osent dire que elles savent pas faire ou qu'elles se posent des questions ou qu'elles ne sont pas sûres de la façon dont elles évoluent, donc de s'ouvrir en fait à l'autre. Après, c'est oser. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que les femmes n'osent pas assez. Et il y a un tel historique ou poids social dans les entreprises. C'est vrai que c'est pas facile d'oser, mais c'est pas grave. Au pire, on vous dit non. Et en disant un non, c'est important de comprendre pourquoi ce non. Et on apprend de cela. Donc, ce fameux plafond de verre dont on parle, qui est une réalité. Sincèrement, je pense que je l'ai vécu. Nombreuses de mes amies l'ont vécu. Il est de plus en plus loin. Donc, faisons en sorte qu'il n'existe plus pour la nouvelle génération. Je suis assez convaincue d'être un peu une génération sacrifiée. Alors, je me plains pas, mais les choses vont pas bouger dans les 5 années à venir. En revanche, j'ai une fille, j'ai plein de jeunes femmes qui évoluent autour de moi, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut oser, et ça veut dire aussi travailler sur des soft skills. Ça veut dire faire de nos différences, les hommes et les femmes sont différents, faire de nos différences une force, à titre personnel et pour l'entreprise. Parce que de plus en plus, et ça j'en suis intimement convaincue, dans le monde qui nous entoure, ce qui va faire la richesse, c'est justement de mettre en avant des personnes différentes. On parle beaucoup d'inclusion, de diversité, la mixité s'inscrit dans ce domaine-là plus global, et je pense que ça soit une diversité culturelle, une diversité sociale, une diversité générationnelle. Moi je suis catastrophée de voir que toutes les grosses boîtes du CAC 40 n'ont pas de jeunes autour d'eux. On ne peut pas penser l'avenir si on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de nos jeunes. Je milite depuis un certain nombre d'années sur un shadow cabinet dans des entreprises du groupe LVMH. C'est très difficile de faire avancer cette mentalité-là, mais c'est important de communiquer avec les jeunes qui arrivent dans l'entreprise pour comprendre quelles sont leurs attentes. Donc voilà, je pense que l'échange, l'entraide, le mentorat, la sororité et le fait d'oser dire ce qu'on pense ou les difficultés qu'on a, c'est fondamental. Est-ce que vous avez l'impression, vous, au quotidien, de favoriser justement cette parité ? Est-ce que vous avez en tête quelques actions que vous avez mises en place ? Vous intervenez dans des associations où vous mentorez. Est-ce qu'il y a des actions au quotidien où vous vous dites, tiens, là, si je faisais ce petit coup de pouce-là, ça aiderait ou... Alors déjà, je suis assez sollicitée par un entourage proche sur des conseils et dans la mesure du temps qui m'est accordé régulièrement, je passe du temps. Encore demain, j'ai un call sympa avec une copine qui est en train de monter sa société, pour en tout cas l'aider humblement sur cet aspect-là. Je suis effectivement mentor.
d'un programme porté par l'ESSEC qui s'appelle Eva Boost, qui permet de booster la carrière des femmes. C'est un programme très intéressant parce qu'en plus, il ne s'adresse pas seulement aux jeunes femmes, mais plutôt à des femmes qui sont justement dans une étape de carrière assez cruciale et qui veulent passer à l'étape supérieure. Et ça m'apporte énormément. Et très égoïstement, je pense que je ressors et je retiens de ce programme autant de bénéfices que la personne que j'encadre. Et puis, c'est vrai que chez Christian Dior, en tout cas à l'époque, j'ai participé activement au lancement d'un très beau programme qui s'appelle Women at Dior, qui prend une ampleur très intéressante aujourd'hui et qui justement est un programme de mentoring mis en place pour aider les jeunes femmes qui intègrent la maison à se développer rapidement ou en tout cas à se sentir à l'aise dans leur évolution professionnelle. Je change complètement de sujet et j'aimerais savoir comment est-ce qu'une personne manifestement très active comme vous se ressource et tient en endurance. Excellente question. Alors j'ai découvert que d'abord il fallait absolument un moment à soi. Étant en plus quelqu'un qui aime beaucoup être entouré, je me suis rendu compte que ce moment à soi doit être individuel et solitaire, ce qui n'est pas du tout dans ma nature. Et donc depuis quelques années, j'ai découvert les bienfaits du running, qui est un sport assez simple puisque vous pouvez l'exercer un peu partout dans le monde, même lors de mes déplacements professionnels. Et donc je suis une coureuse, addict comme beaucoup de runners parce que c'est effectivement une drogue très positive. C'est un moment qui me permet de me ressourcer. À la fois, c'est un moment de méditation parce que c'est un moment où en fait l'esprit part. C'est un moment en extérieur. J'ai la chance d'habiter pas très loin d'un magnifique bois. Moi j'ai besoin de courir en extérieur, courir en salle, je pense que sauf contrainte absolue, c'est pas possible. J'ai besoin de nature. En fait, je me rends compte et ça c'est quelque chose d'assez évolutif en fonction de mon âge, j'ai besoin d'être proche de la nature, d'être à ciel ouvert et de me sentir libre. Et c'est un moment au-delà de la méditation où j'ai trouvé du temps pour moi parce que j'ai plus beaucoup de temps pour moi entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et du coup j'ai découvert Audible par exemple qui est une magnifique application qui vous permet qu'on vous lise des livres et donc on m'a lu beaucoup de livres grâce à ça. Donc à la fois ça m'apporte du bien pour ma tête, pour mon corps parce que je pense que d'être bien dans son corps c'est fondamental aussi pour un équilibre personnel, mais ça me permet aussi de entre guillemets pas perdre de temps parce que je me nourris de podcasts, d'émissions radiophoniques, de livres. Encore une fois, en ce moment, on est en train de me lire un livre passionnant qui est Le Lambeau de Philippe Lançon. Et j'ai hâte d'aller courir ce week-end pour suivre le prochain chapitre du bouquin, par exemple. Donc voilà, j'ai un moment où je me ressource et c'est, je pense, indispensable. Sinon, très clairement, je serais peut-être pas là aujourd'hui dans cet état positif pour vous parler. Votre défi principal de 2021 ? Alors j'aimerais pouvoir évidemment il y a un défi professionnel qui est de réussir mon arrivée dans cette maison et de l'accompagner de la meilleure façon possible. J'ai un défi personnel aussi qui est de garder mon équilibre de mère de famille, de femme, d'amis disponibles. J'ai 2 enfants adolescents, un fils en première. Et c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet cet équilibre, mais on arrive dans des années un peu critiques par rapport, en tout cas, à la constitution de l'avenir de mes enfants. Et puis j'ai un défi très personnel. Je rêve de m'accorder une semaine de retraite dans un lieu. Je souhaitais le faire entre mes 2 jobs et puis finalement le confinement, le deuxième confinement est arrivé au milieu de tout ça. C'est pas tant une question de trouver le temps, parce que je pense que quand on veut, on peut, mais c'est d'accepter de m'accorder ce moment, rien que pour moi. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est encore un petit peu égoïste, mais je pense que j'en ai vraiment besoin. Et voilà, donc oui, effectivement, de me ressourcer, de m'accorder un moment pour moi. Parfait. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder dans ce podcast ? Alors oui, il y en a un, parce que en parallèle de la mixité ou de la parité, j'ai un vrai engagement sur des sujets éducatifs. Pour moi, c'est extrêmement important d'essayer de contribuer à faire changer un petit peu aussi le système éducatif en France. Pourquoi ? Parce que moi, je suis issue d'une école internationale. J'ai pas connu le système français. J'ai été en France, éduquée en France, mais dans une école complètement internationale et bilingue, avec un aspect pédagogique plus anglo-saxon que français. Et j'ai l'impression, mais c'est un sentiment très personnel en tous les cas, que nous sommes un petit peu déconnectés de la réalité du monde en France. Mes enfants ont eu l'occasion de partir en Angleterre chacun 2 ans. Et en revenant d'Angleterre, je me suis rendu compte que les remettre dans une école classique française était très difficile.
Du coup, je me suis investie d'une mission auprès d'un directeur d'une école un peu atypique, qui s'appelle l'école Diagonale, dans laquelle je suis fondamentalement convaincue que c'est le système qu'il faut mettre en place pour demain. Et surtout, à travers mon prisme professionnel, je me rencontre même au sein de l'ESSEC, je fais partie du board de ESSEC Alumni également à ce propos et dans cette action-là d'éducation. J'ai l'impression que les jeunes managers qu'on accueille en entreprise sont parfois un petit peu aussi déconnectés de ce qu'on attend d'un leader demain. Et donc il me tient à cœur d'essayer, alors très humblement, parce que je veux dire, quand on commence à parler d'éducation nationale, faire bouger les lignes, c'est très compliqué, mais je crois qu'il est le temps, et d'ailleurs les rankings de la France malheureusement le montrent, de se remettre en cause et de regarder ce qui se fait ailleurs, et là aussi d'amener davantage de diversité de profil. Et donc pour moi, quelqu'un qui est littéraire, qui a une vraie passion et qui veut être excellent dans son parcours académique doit pouvoir le faire sans être regardé de biais parce qu'il n'est pas super bon en mathématiques. Et d'ailleurs, tout le monde peut être bon en mathématiques. Si on changeait un petit peu la façon dont les maths sont enseignées, je pense que c'est une excellente discipline, proche de la philosophie, et qui ferait que tous les enfants de demain pourraient adorer les mathématiques. Canon, super témoignage, merci. Merci Natacha pour cet échange. Merci beaucoup Perrine pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.